Bonjour, aujourd'hui je vais te faire l'explication linéaire d'un extrait de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Je vais te faire l'explication linéaire du passage de la mort de Manon, sur la mort de Manon. Le passage que j'ai choisi va de pardonner si j'achève en peu de mots un récit qui me tue et va jusqu'à je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Je ne vais pas du tout respecter le temps imparti pour l'épreuve, je vais clairement dépasser les 10 minutes, mais l'idée c'est de te donner tous les éléments nécessaires pour t'approprier le texte et pour que tu puisses aussi l'utiliser dans la dissertation. Donc je vais commencer avec l'introduction. L'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut est le 7e tome des Mémoires et aventures d'un homme de qualité, écrit par l'abbé Prévost. Dès sa parution en 1731, il connaît un grand succès et dans ce roman, des Grieux raconte son histoire passionnelle avec Manon au marquis de Renoncourt. Pour situer l'extrait à notre étude, après de multiples déboires en France, Manon est déportée avec un convoi de prostituées en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, et des Grieux décident de la suivre après avoir échoué à la délivrer. Arrivés en Amérique, les deux amants décident alors de se marier, mais le gouverneur, en apprenant que Manon n'est pas mariée à des Grieux, décide de donner Manon comme épouse à son neveu. Des Grieux se bat alors en duel contre ce dernier et croit l'avoir blessé à mort. Il décide alors de fuir dans le désert et Manon décide de le suivre. Après plusieurs heures de marche, Manon épuisée est à l'agonie et l'extrait que nous allons étudier ensemble est le récit de cette agonie par des Grieux. Notre problématique sera en quoi le récit de Des Grieux sublime-t-il la mort de Manon. J'ai découpé le texte en 3 mouvements, il me semble. Je vérifie dans mes notes, mais oui. Un premier mouvement qui va de pardonner si j'achève en peu de mots un récit qui me tue jusqu'à chaque fois que j'entreprends de l'exprimer, dans lequel Des Grieux partage sa douleur face au récit qu'il va entreprendre. Ensuite, un deuxième mouvement qui va de nous avions passé tranquillement une partie de la nuit jusqu'à me faire connaître que la fin de ces malheurs approchait, dans lequel Des Grieux raconte la mort de Manon en un tableau pathétique. Et puis de n'exiger point de moi jusqu'à la fin, donc je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Mouvement dans lequel on retourne au présent et où le narrateur donc Des Grieux fait un commentaire sur son récit. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de le lire, donc je vais lire maintenant. Pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. Mais quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie et je n'osais pousser le moindre souffle dans la crainte de troubler son sommeil. J'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein pour les réchauffer. Elle sentit ce mouvement, et faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans la fortune, et je n'y répondis que par les tendres consolations de l'amour. Mais ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serrement de ses mains, dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes, me firent connaître que la fin de ses malheurs approchait. N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre, de ce fatal et déplorable événement. Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva point sans doute assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'aie traîné, depuis, une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Donc on va passer à l'étude de notre premier mouvement. L'objectif ici de Des Grieux est bien d'obtenir l'attendrissement de son auditoire, la compassion de son auditoire,
notamment en faisant référence à la situation de dénonciation, donc au moment où il parle, par notamment l'impératif au présent, à la deuxième personne du pluriel, pardonner, puis on a vous plus loin. Donc ici, il s'adresse directement à son auditoire et lui demande son indulgence, notamment avec le verbe pardonner. Ici, il énonce aussi les sentiments que cette partie de l'histoire lui évoque au moment même où il raconte. Quand il dit par exemple « un récit qui me tue », ici le présent de l'indicatif indique bien que le récit éveille la douleur en lui et qu'il revit en fait le moment de la mort de Manon au moment même où il le raconte. En peu de mots, ici, il précise qu'il va raconter cette fin dans un style simple qui est propre au sublime dans le classicisme. Il exprime la mort par deux périphrases afin de parler de la mort de manière indirecte. Un récit qui me tue, donc ici le verbe tuer parle bien de la mort et évoque la mort de Manon indirectement. Et puis un malheur qui n'eut jamais d'exemple, ici l'hyperbole par la négation montre bien qu'il s'agit d'un événement terrible dans le récit. Ces périphrases permettent de parler de la mort de manière indirecte, mais tout en la sublimant, notamment par les expressions hyperboliques, comme je le disais. Et puis, on a l'impression que l'évocation de la mort de Manon est propre à provoquer l'agonie renouvelée de Des par le récit. Il insiste aussi sur le caractère unique de son histoire avec Manon et surtout sur sa capacité peut-être extraordinaire à ressentir. Il insiste ici sur l'effet que ce récit va avoir sur lui, qui me tue. Puisque Des, comme on peut le voir très souvent dans le récit, est surtout un héros par sa sensibilité hors norme. Ces expressions, ces périphrases, qu'on peut presque qualifier plus ou moins d'euphémisme, sont propres aussi à créer un sentiment d'attente chez le lecteur qui s'attend donc au récit d'un moment terrible dans l'histoire. Le récit est associé ici à la tragédie, au genre tragique. On le voit notamment parce qu'on a une multitude d'expressions qui désignent le récit, mots, racontés, récits, exprimés, qui sont à chaque fois associés au malheur. Raconte un malheur, donc par le COD ici, et puis horreur même, mon âme semble reculer d'horreur plus loin. Donc ici, pourquoi est-ce que je fais le lien entre le récit et la tragédie ? On a l'impression que le récit de Des ici doit susciter la pitié et la crainte chez le lecteur, qui correspond en fait au dénouement de la tragédie classique, qui doit finir d'accomplir la catharsis par ce dénouement. Il révèle aussi, ce moment-là en fait révèle aussi que, au fond, depuis le début, Des nous raconte l'histoire depuis ce moment-là, depuis ce moment tragique, puisqu'il dit « toute ma vie est destinée à le pleurer ». Ici, on comprend que toute sa vie, c'est le récit ici qu'on entend. Et donc tout le récit doit être, le fait de raconter, c'est ça sa vie maintenant, c'est le fait de raconter cette histoire avec Manon. Et donc on comprend que toute sa vie maintenant est orientée dans ce récit comme une oraison funèbre à Manon, donc un discours qu'on dit normalement aux obsèques de quelqu'un, comme une sorte de... On peut comprendre tout le récit, depuis le début, comme une sorte de complainte à l'aimé disparu. Et donc depuis le début, il nous raconte l'histoire depuis ce souvenir-là, en ayant en tête ce souvenir-là. Il dit aussi plus loin, je le porte sans cesse dans ma mémoire. Donc ici, le récit fait de mémoire, fait de souvenirs de Des et surtout le résultat finalement de cet événement final qui vient justifier et modeler, informer, donner forme en fait à son récit et notamment à la dimension pathétique et tragique de l'œuvre depuis le début.
quand il parle de malheur, en fait, il a cette idée, il a ce souvenir de la mort de Manon en tête. Et donc ça devient donner une nouvelle signification à tout son récit. Je vais passer maintenant à mon deuxième mouvement. Donc, la mort de Manon est décrite comme un tableau pathétique. Des Grieux donc, passe du présent au passé et commence à raconter l'événement traumatique. Il parle d'abord au plus que parfait. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit, donc il donne un cadre à ce moment tragique. Un cadre qui vient faire contraste avec la mort à suivre, puisqu'il décrit une atmosphère douce et donc trompeuse, une sorte de calme avant la tempête, si j'ose dire, donnant l'illusion d'un répit, d'un moment de repos pour les deux héros après tant de malheurs. Notamment, alors ce calme est repris par l'adverbe tranquillement, un adverbe assez long, donc qui vient vraiment mettre en avant cette sensation de calme, cette atmosphère calme. Et puis on a évidemment le cadre spatio-temporel de la nuit et l'évocation du repos, du sommeil des deux héros et surtout de Manon. Cette atmosphère calme est aussi mise en avant par une forme de douceur et de tendresse entre Des Grieux et Manon. Cette tendresse qui est marquée notamment par l'expression affectueuse « ma chère maîtresse endormie ». Cette douceur entre les héros est montrée aussi par la proximité des corps qui fait penser à la caresse et à l'entrelacement, avec le je n'osais pousser le moindre souffle, donc le souffle, le toucher des mains, en touchant ses mains, et puis même le fait qu'il porte ses mains à son sein, donc on a une réelle proximité des corps qui fait penser à la caresse. Mais cette atmosphère calme et tranquille est tout de même inquiétante pour le lecteur, qui sait déjà qu'il doit s'attendre à un malheur et qui est du coup très, très vigilant au moindre indice qui pourrait lui indiquer la mort d'un des personnages. Et effectivement, ici, on a une accumulation d'indices qui nous indiquent la mort prochaine de Manon, notamment parce que la nuit et le sommeil indiquent déjà la mort. Dans la mythologie, le dieu de la mort et le dieu du sommeil sont frères, pour dire à quel point il y a une proximité dans notre culture entre la mort et le sommeil. On a aussi la mention du souffle, je ne sais pousser le moindre souffle, ici avec la négation qui vient accentuer cette idée de souffle qui s'amoindrit. Et le souffle, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la vie, ça représente la respiration. Et donc le fait qu'il y a un souffle qui s'éteint, même si c'est le sien, c'est celui des Des Grieux, montre déjà quelque chose qui s'approche de la mort. Et puis, il a la crainte de troubler son sommeil. C'est une expression qu'on utilise très souvent pour parler du fait qu'il ne faut pas, par exemple, faire beaucoup de bruit dans les cimetières pour ne pas troubler le sommeil des morts. Donc ici, à nouveau, l'évocation de la mort de manière indirecte. Autre indice encore plus présent, donc vous voyez les indices, il y a une forme de gradation des indices qui sont de plus en plus indicateurs d'une mort à venir, avec les mains froides et tremblantes de Manon qui indique déjà la vie qui est en train de s'enlever d'elle. On a une forme de contraste ici pathétique, c'est-à-dire qui est prompte à amener le lecteur à avoir de la pitié pour ce pauvre Des Grieux, puisque Des Grieux semble assez aveugle de la situation, notamment quand il dit plus loin. Donc là, je ne respecte pas vraiment la linéarité du texte, mais c'est pour rassembler des idées qui vont ensemble. Pardon, je ne trouve plus le mot. Ah oui, il dit « Je croyais ma chère maîtresse endormie ». Ici, le mot « croire » montre bien qu'il y a un décalage entre ce qu'il croit être vrai et la vérité, sinon il ne mettait pas le verbe « croire », ce qui indique une sorte d'ironie tragique puisque le lecteur comprend avant le personnage ce qui est en train de se jouer dans le récit, ce qui est propre à inspirer la pitié chez le lecteur face au malheur à venir que le personnage ne semble pas voir.
et puis aussi c'est propre à inspirer la terreur, puisqu'ici on a quand même l'évocation de la mort qui, par ce fait même, inspire la crainte chez le lecteur. Le silence de la nuit est interrompu par les paroles de Manon. Hein. Elle sentit ce mouvement et faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à sa dernière heure. Ici, on voit qu'on a le passé simple. Hein. Donc on a, depuis quelque temps d'ailleurs, on a le passé simple. Donc on a une accumulation d'actions ici, d'événements qui viennent se chasser l'un l'autre, qui viennent accélérer le récit et nous indiquer qu'en fait, il va y avoir bientôt un basculement. Ici, le basculement d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que le sommeil se transforme alors comme des signes visibles de l'agonie, y compris pour des grilleux, puisque on a donc la voix faible, on a etc. Je reviendrai là-dessus juste après. Les paroles sont données au style indirect, voire dans un discours narrativisé, puisque finalement on n'a pas les vraies paroles. Peut-être qu'elle n'a dit que ça, hein, je me crois à ma dernière heure, ou alors on a ces dernières paroles de manière résumée. On peut le voir ici comme une sorte de pudeur face à la mort, ce qui vient sublimer la mort de Manon, et ce qui permet aussi une prise de distance face à l'horreur de la mort, en nous permettant de la voir un peu plus loin. Desgrieux continue dans son aveuglement, dans une forme de déni face à la mort, puisqu'il dit « Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans la fortune ». Donc ici, le déni est bien mis en avant par la négation restrictive, hein, ne que. Ici, cela pose la question du langage finalement, c'est-à-dire, normalement, le langage, c'est ce qui permet de communiquer avec les autres la vérité, d'atteindre la vérité ensemble, de dire la vérité. Or, ici, depuis le début du récit, le langage a rarement eu pour vocation à dire la vérité, notamment du côté de Manon. Et donc, ici, on est face au problème de la duplicité de Manon, qui fait que même quand elle dit quelque chose d'aussi sérieux, d'aussi vrai, d'aussi nécessaire que la présence de la mort, la mort imminente, eh bien Desgrieux ne peut pas la croire. Il croit que ce langage est un langage formel, celui qu'on utilise pour exagérer, en fait, finalement, c'est ce qu'il est en train de dire, hein, quand il dit un langage ordinaire dans la fortune, un langage qu'on utilise préfabriqué, qui est loin de la vérité, pour évoquer le malheur. Ce que Desgrieux, d'ailleurs, fait très souvent tout au long du récit. Hein, il parle même au début en fait, de cet extrait, hein, quand il dit « un récit qui me tue », non, ça ne le tue pas littéralement. C'est de ça dont il s'agit ici. Hein, c'est cette utilisation du langage pour exagérer, ce langage hyperbolique qui vient en fait rendre la parole presque vaine, puisqu'elle ne permet plus d'accéder à la vérité. Cependant, Desgrieux finit par se rendre compte de la vérité. On le voit, ce basculement ici vers la connaissance est permise par le mais ces soupirs fréquents, donc une rupture ici avec l'adverbe adversatif. Et on a une énumération alors des signes physiques de l'agonie qui viennent se substituer à un langage qui ne peut permettre d'accéder à la vérité. On n'a plus que les indices physiques concrets pour constater la vérité. Ce qui est intéressant, donc là, c'est quoi? C'est ces soupirs, ces silences, le serrement de ses mains viennent lui indiquer qu'elle est effectivement en train de mourir. On a cette expression « me firent connaître ». Ce qui est intéressant, c'est ici le terme « connaître ». Connaître, c'est quand on a accès à une vérité par l'expérience. Donc c'est comme si Desgrieux, par l'intermédiaire de Manon, faisait l'expérience de la mort. Donc comme si ici, il y avait un dévoilement de la mort, une révélation ici quasi spirituelle pour Desgrieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, l'enseignement de Desgrieux sur la vie passe par Manon, passe toujours par Manon. C'est pour ça qu'on peut voir aussi Manon Lescaut comme un roman d'apprentissage,
par l'entremise de Manon. Ici, il utilise une périphrase pour parler de la mort, la fin de ses malheurs, que la fin de ses malheurs approchait. C'est intéressant puisque la fin de ses malheurs, c'est donc un euphémisme pour parler de la mort. Donc à nouveau, on a cette idée de sublime et de pudeur face à la mort. Et face à une forme de simplicité face à la mort. La mort ici est présentée comme quoi? Comme une délivrance du malheur. Ce qui est paradoxal parce que ce n'est pas tant Manon qui est délivrée du malheur, mais plutôt Des-Grieux lui-même, puisque suite à la mort de Manon, il va pouvoir retrouver une vie vertueuse et tranquille et calme, en suivant notamment les conseils de son ami Tiberge. Et Manon finalement n'est pas délivrée du malheur puisqu'elle meurt quand même, donc c'est une délivrance paradoxale. Ce qui est intéressant, c'est que Manon ici est quand même magnifiée, sublimée par le récit de sa mort, puisque c'est elle qui reconnaît sa propre mort, qu'elle se croyait à sa dernière heure, donc une sorte de prescience face à la mort. Elle est capable de reconnaître sa mort, ce qui montre une profonde lucidité du personnage. Elle semble l'accepter, ce qui n'est pas anodin pour le personnage de Manon, qui, depuis le début du récit, on peut comprendre son existence de vie comme une volonté d'échapper à son destin. Or ici, parce qu'elle est d'extraction basse et elle essaye d'avoir une vie de plaisir, de luxe, qui ne lui est pas promis par son destin. Or ici, elle accepte complètement son destin. Notamment, on le voit puisque par la douceur du moment, par le silence aussi, mais surtout par la tendresse qu'elle continue à témoigner à Des-Grieux, ce qui finit aussi par démontrer l'amour profond qu'a Manon pour Des-Grieux, une sorte d'ultime indication, indice, preuve, pardon, c'est le mot-là que je cherchais, une ultime preuve de son attachement pour Des-Grieux, puisque quand il dit « je la perdis », donc pour parler de... Alors ça on verra plus loin, mais je reçus d'elle des marques d'amour. Donc, ou même quand il dit « elle continuait de tenir les miennes », montrant ici qu'elle continue à l'aimer par les gestes. Et les gestes, finalement, dans le roman, trompent assez peu. C'est surtout les paroles qui trompent. On en vient alors à notre dernier mouvement avec un retour à la situation d'énonciation, à nouveau avec un impératif à la deuxième personne du pluriel, n'exigez point de moi. Donc, cela rappelle au lecteur que Des-Grieux est en train de faire ce récit à voix haute à son auditoire, ce qui augmente l'aspect pathétique de cette épreuve. Cette supplique à l'impératif a été faite à la forme négative, ce qui accentue cet aspect de supplication. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise ici la prétérition, comme très souvent. Donc, il exprime ici son impossibilité à continuer son récit tout en le continuant finalement, ce qui augmente l'aspect pathétique de son récit. N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ces dernières expressions. En disant ça, il montre la force de ses émotions qui lui coupent la parole. Ici, c'est pour montrer la violence de ses sentiments à ce moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la négation et cette idée du fait qu'il ne va pas pouvoir nous rapporter plus avant le récit de cette mort, c'est que la mort de Manon en fait annonce la fin du récit de Des-Grieux, montrant bien que la vie de Manon était au centre du récit, puisque c'est elle qui justifie le début du récit, mais qui justifie aussi sa fin. Il achève alors son récit de manière très rapide. Cette rapidité est montrée par les points-virgules et l'accumulation des propositions. Je la perdis, je reçus d'elle, c'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre. Ici, l'euphémisme il utilise deux euphémismes pour dire la mort. Je la perdis, elle expirait, fatal et déplorable événement, tout en magnifiant ici son caractère tragique, le caractère tragique de cette mort, notamment avec
une expression au registre soutenu comme « elle expirait ». Puis même cette double caractérisation fatale et déplorable, donc fatale qui rappelle cette fatalité de la tragédie, et puis déplorable, c'est-à-dire qui mérite les pleurs et donc la pitié. Manon est d'autant plus magnifiée qu'elle démontre son attachement pour Des Grieux alors qu'elle est en train de mourir. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même. Le au moment même ici donne bien la simultanéité entre la mort et les marques d'affection, ce qui atteste de la transformation de Manon de femme volage à amoureuse vertueuse et qui finit en fait cette sorte de rédemption qu'on peut voir dans la dernière partie de l'œuvre quand ils arrivent en Amérique. Cela montre donc la sincérité des sentiments de Manon et aussi cela atteste de la bonne nature de Manon qui, ici, montre sa véritable nature dans l'agonie puisqu'elle n'a plus rien à cacher, plus rien à vouloir acquérir par sa mort. Cette mort peut être vue alors qu'une forme de purification de Manon, mais aussi de Des Grieux, comme si Manon purifiait les péchés de Des Grieux en mourant. Cela fait de Des Grieux un héros tragique et maudit, et c'est ce sur quoi il termine son récit ici. Mon âme ne suivit pas la sienne, le ciel, etc. etc. Donc ici, on retrouve un vocabulaire religieux, notamment avec la mention de l'âme et la mention du ciel, le ciel ici évoque bien sûr Dieu. La personnification du ciel, le ciel ne me trouva point, suggère donc cette volonté divine qui s'impose au héros, donc comme une forme de fatalité. La mort de Manon est donc vécue par Des Grieux et montrée par Des Grieux comme une punition divine, ce qui vient en faire une sorte de victime du ciel. Il parle même de rigoureusement puni. Il nous montre aussi sa souffrance dans le souvenir de la mort de Manon. Il a voulu que j'ai traîné depuis une vie languissante et misérable. Donc ici, il montre que la mort de Manon a des conséquences dans le présent et pour toute la vie comme une sorte de punition éternelle pour le héros. Et on a cette dernière phrase, je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Donc là, ici, il s'agit bien de la vie. Et donc ce renoncement à une vie heureuse, c'est le renoncement à quoi? Au plaisir et à la liberté. Et finalement, il va effectivement embrasser une vie vertueuse, car il renonce avec la mort de Manon à l'amour profane pour se tourner vers l'amour sacré, vers Dieu, vers l'ordre de Malte. Ce qui entraîne quand même une sorte de vision assez pessimiste à la fin du récit de la vie, puisque finalement la vie vertueuse, celle qui était célébrée par Thiberge depuis le début de l'œuvre et de manière récurrente dans l'œuvre, n'est pas propre à rendre heureux. Il faut choisir, soit il faut vivre une vie de plaisir mais qui mène à la souffrance, soit il faut vivre une vie vertueuse qui mène à une forme de tranquillité, d'apaisement, mais qui ne peut pas rendre heureux. Donc voilà, c'en est terminé pour l'explication linéaire de ce passage. J'espère que c'était compréhensible, que tu as appris des choses. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre et je souhaite un bon courage pour les révisions du bac.